Vous donner déjà quelque chose de rassurant, je vais vous donner des chiffres, on n'aime pas trop les chiffres, mais on a quand même quelques chiffres pour lesquels il faut quand même se méfier, hein, mais on a quand même des chiffres à peu près fiables, donc je vais vous donner juste des exemples. Il ne faudra pas non plus les garder parce que demain ça va changer, après-demain ça va changer, après-demain ça va changer. En gros, le coronavirus, c'est un virus qui est connu chez l'espèce humaine depuis des centaines d'années, donc on n'a rien inventé, hein, il a quasiment toujours été là. Il y a 6 types de coronavirus. Aujourd'hui, on a le 7e. Je parle des types de coronavirus pathogènes. Il y en a une centaine chez les êtres vivants, dont on s'en fiche parce qu'ils ne nous touchent pas nous. Donc le coronavirus qui est là tous les ans, il s'appelle le HCOV. Il ne fait rien de particulier, il vous donne un rhume, on s'en fiche, on ne le cherche jamais. Bon, voilà, on le cherche pas, mais on sait qu'il est là. Après, en 2003, est arrivé un nouveau coronavirus parce qu'on a détecté chez pas mal de personnes des signes respiratoires graves qui les ont conduits en fait en réanimation. Ils avaient ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, il nous a permis de faire des analyses et de découvrir un nouveau coronavirus qu'on a appelé le SARS-CoV à l'époque. Aujourd'hui, c'est SARS-CoV-1 parce qu'on a le SARS-CoV-2. Donc ce coronavirus, en 2003, a fait à peu près 9,5% de morts. Mais c'était un échantillon beaucoup plus petit puisqu'on avait à peu près seulement 8600 personnes atteintes et c'était une pandémie parce qu'il y avait quasiment 80 pays touchés. Mais finalement, pas beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui que ce qu'on a, d'accord. L'épidémie a passé, les années ont passé, et puis en 2012, arrive un nouveau coronavirus qui a été appelé le MERS-CoV, qui était qu'au niveau du Moyen-Orient. Et il y a eu beaucoup moins de cas, 1700, mais il y a eu 33% de mortalité. Ils n'étaient pas très rigolos, hein, ces deux coronavirus, mais comme ils ne sont pas trop étendus, finalement, on en est resté là. Le MERS-CoV, il a sévi de 2012 jusqu'à 2017 à peu près. Mais c'était des petits foyers d'épidémie au Moyen-Orient, c'était transmis par le chameau. Dromadaire. Bon, voilà. Ensuite, 2 années passent, et là, on arrive en décembre 2019. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a à nouveau, en Chine, dans la région de Wuhan, des gens qui font des syndromes de détresse respiratoire aiguë. On ne sait pas trop pourquoi. On fait des analyses, on découvre un nouveau coronavirus, qui a été du coup nommé le SARS-CoV-2, parce qu'il entraînait aussi des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Là, toutes les données que je vous donne, c'est des données de la science, de la littérature qui sont vraies, mais tout va devoir être pondéré en fonction des données qu'on aura dans des années, ou plutôt dans des mois, je ne sais pas trop, parce que là, on ne peut pas non plus, comme c'est quelque chose de nouveau, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour nous, donc je vous donne ce qu'on sait aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, des données de la science. Ce qu'on sait, c'est que ce serait la chauve-souris qui est vectrice de beaucoup de bactéries et de beaucoup de virus d'ailleurs, et là, qui aurait, en plus des coronavirus habituels qui existent chez les êtres vivants autres que nous, qui aurait eu ce SARS-CoV qui aurait transmis à un mammifère qu'on appelle le pangolin. Le pangolin, il est utilisé dans la nourriture des Chinois, donc vendu sur les marchés. Donc tu consommes du pangolin qui a du coronavirus, tu t'infectes à coronavirus, et après, la chaîne de transmission dont on va vous parler après, explique l'épidémie puis la pandémie. Si on reste du coup sur le SARS-CoV, là, le SARS-CoV-2 qu'on a, les chiffres de mortalité, ils ne sont pas certains parce qu'on n'a pas encore assez de recul. On estime qu'ils sont entre 2 et 3%. Finalement, 2 et 3%, vous allez me dire c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ses prédécesseurs. 33%, 9,5%. Mais il y a beaucoup plus de monde qui sont touchés. Et c'est là que je vais attirer votre attention. Il y a beaucoup plus de monde, mais il y a aussi beaucoup plus de monde qui n'ont pas de symptômes, donc qui ne sont pas dépistés. Donc si jamais on arrivait à avoir un chiffre exact, ce qui n'arrivera pas de tous les patients atteints du coronavirus, la mortalité elle va passer de 3% à peut-être 0,2%. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne meurent pas. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, la recommandation, c'est de ne plus tester tout le monde, c'est de tester que les cas graves. On y reviendra après. Donc du coup, aujourd'hui, on pense qu'on surestime la mortalité. On pense aussi qu'on la sous-estime parce qu'il y a des gens qui sont actuellement en réanimation qui vont peut-être mourir dans 5 jours. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si lui va mourir. Donc peut-être aussi qu'on sous-estime un petit peu. Mais par rapport à tous les gens qui ne sont pas diagnostiqués, on reste quand même sur des chiffres qui doivent être rassurants dans le fond. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous les donner parce qu'on ne les a pas prouvés. Donc on reste en France à 2,2%. Les derniers chiffres en France, hier, Santé publique France nous a dit que vous avez 9134 cas de coronavirus confirmés. Ce qui cache évidemment beaucoup d'autres coronavirus, mais c'est pas grave, les autres ils vont bien. On a eu 244 décès, ce qui fait une moyenne de 2,2% de mortalité. On est dans les chiffres que je vous ai avancés, globalement. D'accord? En Nouvelle-Aquitaine, on est la région la moins touchée. Donc déjà, soyez rassurés, on a très peu de cas. Et si je vais vous donner des données les plus récentes, parce que je suis en contact avec le CHU 3 fois par jour, dernière nouvelle ce matin, un seul patient Covid dans l'aile du professeur Malvi, donc l'aile dédiée Covid, un seul patient. Les 2 d'hier sont rentrés à la maison. 5 patients en réanimation, un mort hier, 5 aujourd'hui, un grave, les autres graves évidemment, mais ils sont plutôt stables. Donc pour l'instant, on est à 6 patients intramuros à Pellegrin, un cas suspect à Saint-André. Je vous dis ça pour le moment que mes données sont périmées, qu'il y en a un nouveau ou un autre qui est arrivé aux urgences, mais on peut quand même considérer qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de cas. S'il n'y a pas beaucoup de cas hospitalisés, c'est qu'il n'y a pas trop de cas qui viennent. Donc déjà, le cluster actuellement, donc le cluster c'est un rassemblement de cas en Nouvelle-Aquitaine, il n'est pas très important pour le moment. Ça va peut-être exploser dans quelques jours. Vous allez me dire, les Parisiens sont arrivés. Oui, ils sont arrivés. S'ils sont arrivés avec leur virus, tant mieux pour eux. Les règles, c'est d'être confinés. Donc si on est tous confinés, on reste chez soi, on contamine sa famille, c'est très bien. Parce que le but, c'est qu'il y a à peu près une couverture de 60% de personnes immunisées pour arrêter
la transmission. Aujourd'hui, on n'a plus pour vocation de faire comme les Japonais et d'arrêter la transmission. C'est fini, c'est trop tard. Ce qu'on veut, c'est ralentir la propagation du virus afin que nous puissions accueillir les gens graves dans les services de réanimation. Je vous ai dit, la durée moyenne, je ne l'ai pas, mais c'est autour de 10 jours minimum, contrairement à une grippe qui est peut-être de 6 jours en réa. Donc pendant 10 jours, on a bloqué la place. Donc si demain, je vous dis, on a 28 lits de réa, et qu'après-demain, je vous dis, on a pris 25 places, ça va être compliqué pendant plusieurs jours. Donc il ne faut pas que les cas continuent d'arriver. Problème de Mulhouse. Mulhouse, on a eu un gros cluster avec les évangélistes. Il y en a plusieurs qui étaient contaminés. Ils ont tous incubé à peu près en même temps. C'est entre 2 et 12 jours, mais eux, c'était 5 jours. À peu près, c'est la moyenne, 5 jours. Ils sont tous arrivés à l'hôpital de Mulhouse. Pas tous, ceux qui avaient des détresses respiratoires, donc à peu près 5% des gens qui sont contaminés. Ils sont arrivés en même temps. L'hôpital de Mulhouse, le virus, il n'avait pas toqué à la porte une semaine plus tôt en disant « Bonjour, j'arrive dans une semaine, laissez-moi des lits ». Donc il n'y avait pas de lit de réanimation, ou très peu. Donc ils sont tout de suite fait déborder. En plus de ça, ils n'avaient pas le diagnostic. Il faut attendre de faire le prélèvement, d'avoir les résultats. Il faut compter à peu près 24 heures. Ça dépend quand est-ce qu'on lance la série. Donc pendant 24 heures, comme les soignants ne respectent pas les précautions standards, ils se sont aussi un peu infectés. Il y a ceux qui vont bien, il y a ceux qui vont mal. Et une fois de plus, il y a des soignants qui ont dû rentrer chez eux. Donc non seulement il y a plus de malades, il y a moins de soignants. Donc là-bas, c'est la catastrophe. Mais ça, c'est l'Est. Nous, on a de la chance, je viens de vous le dire, il n'y a pas beaucoup de monde encore. Donc c'est pour ça qu'on se prépare. Et on se prépare bien. Et d'ailleurs, le CHU de Bordeaux, ils sont vraiment éberlués de savoir à quel point nous, on est prêts, ici à Arcachon. Parce que pour vous donner une idée, ici, on a un centre de niveau 3. Donc centre de niveau 3, à aucun moment, on doit avoir du Covid aujourd'hui dans nos murs. Le Covid, il va au CHU. Il y a un parcours en bas qui est très bien fait aux urgences, qui est super bien fléché par le docteur Rémi Lapère, où tous les cas suspects, ils restent à l'UHCD, ils sont prélevés. Quand on a le résultat négatif, ils montent chez nous ou ils vont en surveillance continue. S'ils sont positifs, ils vont au CHU. 28 tests réalisés, négatifs. Il y en a 18 en cours. Les 28 premiers tests sont tous négatifs. Donc une fois encore, il n'y a pas de coronavirus actuellement qui explose. Peut-être que demain, ça va changer. Je vous donne des chiffres aujourd'hui. C'est ça, c'est que ça évolue de jour en jour. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour mettre un peu au parfum où on en est aujourd'hui. En Nouvelle-Aquitaine, ça va. On n'est pas encore... on verra peut-être ce week-end. Donc là, aujourd'hui, on est rassuré. D'accord? En France, on est rassuré. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé, avec l'armée, sont en train de déployer beaucoup de moyens pour qu'on puisse avoir des réanimations comme en Alsace, sur place ou autre. Donc en fait, on commence à se préparer et se préparer activement. Dans le sud-ouest, bon là c'est un chiffre, c'est le seul que j'ai, il y a 2 jours, il y avait 482 lits de réanimation disponibles. Aujourd'hui, il y en a moins. Quand je vous dis sud-ouest et Nouvelle-Aquitaine, ça va jusqu'au CHU de Poitiers, le CHU de Limoges et les hôpitaux périphériques qui ont une réanimation. Aujourd'hui, il y en a forcément moins, ils ont été pris. Vous savez, on avait déjà de la marge. Il y a des services comme à Bourgoin, la surveillance continue, l'ont transformé en réanimation. Donc voilà, ça c'est Salman, l'ancien gentil, qui m'a écrit pour me dire ça. Donc si vous voulez, tout le monde est mobilisé et tout le monde se prépare pour ne pas faire les mêmes erreurs que nos compatriotes, nos collègues, nos confrères. Mêmes erreurs, c'est une erreur ce que je viens de vous dire, pour pas malheureusement avoir à faire face à une situation d'urgence à laquelle on n'est pas préparé nous en tant que soignants, etc. Donc ça c'est les chiffres d'aujourd'hui. Si on revient du coup au coronavirus et toutes les méthodes qu'on